Bonjour. Bonjour à tous. On va peut-être attendre les derniers arrivants. Alors, je ne sais pas, on peut peut-être commencer, on est 16. D'accord, on va commencer. Donc j'ai commencé, je me présente, hein, je suis François Ami, je suis senior manager chez MC2I je voulais tout d'abord vous remercier, hein, de vous être connecté à ce webinaire. Donc ce webinaire est organisé par MC2I et Marques by Exegis. Début 2020, MC2I a rédigé un livre blanc sur le sujet des innovations RH. Et ce livre blanc mettait en lumière un certain nombre d'éléments. Alors le premier élément, c'était qu'effectivement, concernant les innovations RH, il va y avoir une véritable révolution dans les nouvelles technologies et que ces révolutions vont impacter durablement la fonction RH. Ça, c'était le premier constat que l'on avait fait. Le deuxième constat était que même si des cas d'usage émergent, il est difficile aujourd'hui d'anticiper avec précision la véritable valeur de ces innovations. Ça, c'est le deuxième constat. Le troisième constat que l'on avait fait dans ce livre blanc, c'était que les innovateurs RH, donc nos clients, avancent souvent à tâtons sur ces sujets. Ils sentent bien le potentiel de ces nouvelles technologies, mais leur mise en œuvre s'avère souvent plus difficile que prévu. Alors, ça peut s'expliquer par plusieurs raisons, par manque de retour d'expérience, parce que le sujet est nouveau, etc., etc. Il était donc nécessaire, avant de lancer, de bien prendre conscience de ces freins. Et c'est tout l'objet de notre livre blanc, c'était vraiment de lever ces freins pour permettre aux RH de bénéficier de ces innovations. Avec la crise du Covid, on a vu il y a eu un impact profond à la fois sur les usages des fonctions RH, mais aussi sur les usages des collaborateurs. Et donc, il s'avère opportun de s'interroger sur l'impact de cette crise sur la tendance aux innovations RH. Le cabinet Marques by Exegis a mené une enquête pour identifier ces tendances post-Covid. Et la présentation de cette enquête constitue le premier temps de notre webinaire et qu'elle sera effectuée par Antoine, qui est responsable du programme RH pour Marques by Exegis. Alors, Oui, merci salut Antoine. François de cette petite introduction. Je suis Antoine de Couessin, je suis responsable du programme ressources humaines au sein du cabinet Marques. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, peut-être un petit point méthodologique sur l'enquête qui a été faite. Elle a regroupé une soixantaine de répondants, tout type de secteur, tout type d'entreprise, essentiellement des responsables et des décideurs RH. Et elle a été faite entre février et avril 2020. La première chose qui est sortie de cette enquête, c'était déjà quelque chose qui a été effectif depuis 2019, c'est qu'aujourd'hui, la digitalisation touche la totalité des processus RH. Les entreprises y voient la possibilité non seulement d'optimiser l'investissement de la performance de leurs collaborateurs, par le biais de la relation collaborateur, par la notion d'expérience collaborateur, mais elles y voient également la possibilité de structurer, d'optimiser leur processus et de permettre la remontée de données collaborateurs plus fines et donc derrière de mettre en place des dispositifs plus intéressants pour eux et donc d'optimiser sa performance. On avait déjà en 2019 82% des responsables RH interrogés par Marques qui soulignaient l'importance de l'automatisation des processus RH. Cet état de fait a été renforcé par le Covid, qui a montré que l'importance d'avoir une fonction RH digitalisée est capitale, surtout en période de crise majeure, puisque
en vérité, ça fait office de colonne vertébrale de l'entreprise et ça lui permet d'assurer la cohésion des équipes, de mettre en place les dispositifs qui ont été prônés par l'État, là je pense au chômage partiel, et donc de continuer de faire perdurer l'activité de l'entreprise. Deux éléments sont à souligner suite à cette étude. La première, c'est que l'automatisation de la fonction RH n'est pas optimum. 65% des personnes interrogées durant l'étude, durant le Covid, pensent que l'automatisation des process RH est moyennement efficace. 51% d'entre eux pensent que la fonction RH est moyennement digitalisée. Et 59% estiment que le processus RH a été moyennement automatisé. En fait, cela s'explique par une dichotomie, une séparation entre des processus qui sont d'une part très digitalisés, très automatisés, qui appartiennent le plus souvent à des processus bien implantés dans l'entreprise, vieux, comme la paye, comme la gestion administrative, mais qui ne bénéficient pas des dernières innovations technologiques. Et de l'autre côté, vous avez des processus plus jeunes, moins digitalisés, moins automatisés. Je pense surtout à des processus qui se rapportent à la gestion du capital humain, à la gestion du recrutement, mais qui, eux, bénéficient des dernières avancées technologiques. Alors, cette réalité met en lumière une disparité au niveau des investissements prévus pour la digitalisation des processus RH. Ces écarts d'investissement étaient déjà présents avant la crise du Covid. On avait vraiment, quand on a calculé le taux d'investissement sur 3 ans, on avait vraiment des process qui bénéficiaient de forts investissements, qui souvent étaient rattachés à la gestion du capital humain et qui ont progressé sur les 3 ans de 14,4%. En même temps, vous avez les processus que j'évoquais tout à l'heure, qui sont souvent liés à la paye, qui sont souvent liés à la gestion administrative RH, qui eux étaient très automatisés, mais qui du coup ne bénéficiaient pas de l'apport financier pour optimiser et pour profiter des dernières avancées technologiques. Et ce que l'étude a mis en lumière, c'est que les entreprises ont pris conscience de la nécessité de digitaliser ces processus qui étaient peut-être un petit peu obsolètes technologiquement parlant. Je parle du processus de paye, je parle du processus de gestion administrative, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, en période de crise, ils n'étaient pas du tout à la page pour développer quelque chose comme le chômage partiel. Il faut forcément, en période de crise, comme une crise comme le Covid, que le processus soit digitalisé. Et là, ce n'était pas toujours le cas. Donc, on retrouve ce processus de gestion administrative qui arrive en tête, après Covid, des pensées d'investissement, ou en tout cas des projets d'investissement pour la suite de la crise. Mais il n'en reste pas moins que sur les 5 principaux processus qui sont ciblés, qui sont cités dans l'entreprise, il y en a 4 qui appartiennent à la gestion du capital humain. Donc, ça montre quand même que les entreprises ont pris conscience qu'il fallait rattraper ce retard-là, qu'il fallait rendre ces process de paye, ces process administratifs qui étaient un petit peu obsolètes technologiquement, mais qu'on n'est pas prêt à vraiment abandonner les autres et à avoir une harmonisation des budgets sur tous les processus RH. Alors, à quoi sert la digitalisation et l'automatisation de la fonction RH? Là, on n'a qu'une confirmation des tendances qui étaient celles déjà connues au cours de l'année 2018 et au cours de l'année 2019. La première chose, c'est que ça va améliorer significativement la performance de l'entreprise. Ça va lui permettre notamment de moderniser son environnement de travail,
Alors là, je pense au déploiement d'outils collaboratifs comme le Digital Workplace. 91% des décideurs interrogés par Marques estiment que la modernisation de l'environnement de travail passe par le Digital Workplace. Après, je pourrais évoquer bien sûr tous les nouveaux modes de travail, type le télétravail, type tous ces éléments-là qui en fait permettent non seulement à l'entreprise de répondre aux nouvelles exigences du collaborateur, mais qui aussi sont quelque part imposées par le contexte, parce que la crise du Covid a maintenant généralisé ces nouvelles choses et que quelqu'un qui a été en télétravail pendant 3 mois, qui a pris ses habitudes dans ces nouveaux modes de faire, de réalisation, ne va pas nécessairement revenir en arrière. La deuxième chose qui est intéressante et qui montre que la digitalisation des processus RH va permettre l'amélioration de la performance de l'entreprise, c'est que ça va permettre de développer des KPI pertinents pour mesurer la pertinence de la fonction RH. 45% des responsables interrogés par Marques pensent ainsi que l'analytique joue un rôle important, voire très important, dans la mesure du processus RH et que plus les process sont automatisés, plus vous allez pouvoir mettre des indicateurs de performance pertinents et plus derrière, vous allez pouvoir avoir un retour des choses et donc améliorer les processus en question. Et la dernière chose qui prouve que ça améliore la performance de l'entreprise, c'est que ça permet d'éviter les erreurs de traitement. Je pense surtout ici au processus de la paye, qui est un processus un petit peu anxiogène, un petit peu récurrent, et qui, quand il est fait par un être humain, peut occasionner des erreurs récurrentes. Et ça va lui permettre aussi de gagner un temps précieux. Sur le processus de paye, 87% des DRH interrogés par Marques évoquent un gain de temps et 60% d'entre eux évoquent une baisse des erreurs de saisie. Et puis, l'automatisation, la digitalisation des process permet aussi une optimisation de la performance de l'entreprise en externe. Je parlais essentiellement d'un meilleur recrutement, d'une meilleure identification des soft skills, ces compétences qui sont de plus en plus recherchées par les entreprises. Alors, assez curieusement, le process de recrutement durant la période du Covid n'a pu être assuré que grâce à la digitalisation des processus. Du coup, il a été rallongé, puisque on n'y avait plus le côté présentiel, le côté physique de l'affaire, mais on voit toute l'importance du digital qui a permis du coup de mieux cibler les candidats, qui a permis de mieux identifier les compétences et bien sûr de faire un meilleur matching entre les besoins de l'entreprise en période de crise, voire après, et les candidats disponibles. Et puis, de facto, l'automatisation va améliorer la réputation de l'entreprise. Pour 70% des personnes interrogées considèrent que l'automatisation des process, que la digitalisation des process va avoir un impact très positif sur la réputation de l'entreprise et 75% d'entre eux qu'il va jouer aussi sur l'irréputation. Et enfin, la digitalisation des processus RH va améliorer la relation collaborateur. Et je pense que c'est quelque chose de très important post-Covid, puisqu'on a vu quand même que c'était le ciment de l'entreprise, que les fonctions RH avaient joué aussi sur tout ce qui était cohésion d'équipe, etc. Et dans ce cadre-là, le digital va permettre l'amélioration de la relation collaborateur, il va permettre de simplifier le quotidien du collaborateur, il va permettre d'amplifier le bien-être du collaborateur et de lui permettre d'évoluer dans un environnement qui lui plaît. Suite au Covid, c'est quelque chose qui est essentiel parce que le collaborateur a besoin de retrouver ses repères, le collaborateur a besoin de garder les éléments qu'il avait développés durant la période de confinement. Et le fait de pouvoir capitaliser sur la digitalisation des process
va nécessairement avoir un impact sur la façon dont il voit l'entreprise, sur la façon dont il se projette dans cette entreprise, et donc sur la relation collaborateur dans son ensemble. Alors, l'avant-dernier point qu'a mis en lumière cette étude, c'est la place grandissante de l'IA dans les processus RH. Alors, bien sûr, ça va permettre d'éviter les erreurs, de gagner du temps. C'était déjà quelque chose qui était présent avant la crise du Covid, puisque 70% des responsables interrogés par Marques voyaient l'intérêt de l'intelligence artificielle dans l'entreprise, mais ils n'étaient pas nombreux à franchir le pas. Ils étaient seulement 17% à prévoir de faire les investissements nécessaires pour vraiment s'appuyer sur ces nouvelles technologies-là, sur les avantages d'optimisation, les avantages de bien-être, les avantages de limitation des erreurs. Et le Covid a amplifié cette réalité-là, a montré qu'aujourd'hui, les outils d'IA, les outils de matching, les outils d'analytique étaient capitales en période de crise et aussi du coup en période de pré-crise pour valoriser l'entreprise, pour permettre aux collaborateurs de limiter ses erreurs, de s'investir davantage, de se projeter davantage et d'être plus performant. Et puis aussi en externe, comme je le disais tout à l'heure, pour mieux cibler les candidats potentiels, pour mieux cibler ces candidats qui vont entrer dans les besoins de l'entreprise et permettre notamment de détecter les soft skills, ces compétences qui sont de plus en plus recherchées par l'entreprise. Et puis, le dernier point que je voudrais souligner, c'est que même si la digitalisation, l'automatisation des processus RH a le vent en poupe, même si les entreprises ont pris conscience que maintenant, c'était plus non seulement quelque chose qu'il fallait faire, mais une obligation pour permettre, en cas de nouvelle crise, à l'entreprise de mieux répondre à la situation, mais aussi pour mieux répondre aux exigences, aux nouvelles exigences des collaborateurs. Je les ai évoquées, les exigences de bien-être, les exigences de flexibilité, les exigences d'autonomie. Eh bien, il y a des freins qui persévèrent. Le premier frein, c'est le prix des solutions. 56% des DRH, des responsables RH consultés par Marques, considèrent encore aujourd'hui, post-Covid, que le prix des solutions est encore un peu cher. Le deuxième élément, la deuxième barrière qui survient un petit peu à la crise du Covid, c'est les contraintes techniques et technologiques. 47% des responsables consultés par Marques mettent en avant ce frein-là. Quand on déploie un outil de cette envergure, ça prend du temps, c'est pas quelque chose qui se fait en 3 jours. Et je crois que malgré le fait que la crise du Covid est soulignée et surlignée même, que maintenant c'était une obligation pour les entreprises de passer au tout digital, de passer au tout automatique, il y a encore cette crainte technique et cette crainte technologique. Et en dernière instance, il y a les blocages internes. Alors j'entends qui est mis en valeur par 41% des personnes interrogées par Marques. J'entends par blocage interne généralement des personnes plus seniors dans l'entreprise qui ont peut-être moins d'affinité que les nouvelles générations qui sont nées dans le digital, qui exigent de l'entreprise le digital et qui, jusqu'à maintenant, freinaient un petit peu des cas de fer pour avoir ce type de technologie implémentée dans leur quotidien, tout simplement parce qu'elles avaient moins de repères et elles n'avaient pas forcément envie de changer d'outil quand on travaille sur un outil depuis 25 ans. Je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie du jour au lendemain, ou en tout cas en quelques mois, de bousculer ses habitudes et de changer.
Et en fait, ces trois barrières-là persévèrent malgré le Covid, sachant que, et là c'est un avis un petit peu personnel, mais nourri de lecture et nourri d'une vision un peu large de la situation, je pense que le dernier point, le point sur les blocages internes, va sauter avec le temps parce que les gens justement se sont habitués au télétravail, se sont habitués à cette autonomie, se sont habitués à cette flexibilité. Et sans digital RH, c'est pas possible. Et je pense, et après j'aurais fini cette vision panoramique des conséquences de la crise, je pense que vous auriez pris cette crise 5 ou 6 ans plus tôt, c'est-à-dire sans les efforts d'automatisation et de digitalisation de la fonction RH, ça aurait été beaucoup plus compliqué, voire impossible pour certaines entreprises de survivre et de continuer leur activité, parce que c'est le digital RH qui a permis cette cohésion des équipes, qui a permis d'instaurer tous les dispositifs de l'État et qui a permis à l'entreprise de continuer son activité. Je vais laisser du coup la parole à... Merci beaucoup, Antoine. Effectivement, pour rejoindre l'étude Marquez, MC2I a pu échanger tout au long de la crise avec ses clients et également suite là sur les tout derniers jours. Et on s'est aperçu qu'il y a eu 3 enjeux principaux qui ont été renforcés par le Covid. Le premier enjeu, c'est la performance RH. Alors la performance RH, c'est assez simple à comprendre, c'est faire plus avec moins. Ce qu'on s'est aperçu et ce que nous remonte à nos clients, c'est qu'il y a de plus en plus de pression sur les budgets et il est demandé aux fonctions RH de l'efficience. Cette efficience, et Antoine l'a dit, cette efficience, elle passe souvent par l'automatisation de tâches RH répétitives. Cette automatisation va permettre non seulement de gagner en efficience, mais aussi de porter les efforts des fonctions RH sur des choses à valeur ajoutée. Voilà pour le premier enjeu. Donc, un premier enjeu, ça va être d'améliorer la performance RH. Donc, le deuxième enjeu, ça va être la mobilité interne. Alors, pourquoi la mobilité interne ? Ce qu'a montré le Covid, la crise du Covid, c'est que va y avoir une pression sur de nouveaux métiers et certaines entreprises vont être obligées de se repenser d'un point de vue stratégique. En disant ça, je pense essentiellement au secteur du transport aérien. Il va falloir, pour ces entreprises-là, favoriser la mobilité interne, c'est-à-dire faire avec sa force de travail des choses qu'elle n'arrivait pas à faire avant. Et pour réaliser ce défi, aujourd'hui, il existe tout un ensemble d'outils qui se basent sur de la big data, donc sur de l'exploitation de données, et qui va permettre d'identifier les meilleures compétences à mettre au bon poste, en tout cas aux nouveaux postes qui vont être créés pour suivre les changements stratégiques de l'entreprise. Le troisième enjeu, et ça je pense qu'on l'a tous vécu, ça va être d'améliorer l'expérience collaborateur, mais cette fois-ci à distance. La crise a mis en lumière un fait assez remarquable, c'est que maintenant, faire des réunions à distance, travailler sur des outils qui avant n'avaient pas le droit de bouger de son entreprise, mais pouvoir le faire de chez soi, toutes ces choses-là, finalement, c'est une petite révolution et de plus en plus, les collaborateurs souhaitent vivre pleinement leur expérience de l'entreprise, mais chez eux. Et donc, l'enjeu, c'est de garantir une expérience collaborateur réussie, personnalisée et à distance. Alors, il y a eu pas mal de bricolage de faits dans l'urgence, mais on s'est aperçu que ce bricolage, finalement, ne fonctionne pas si mal que ça. Et les collaborateurs souhaitent que potentiellement cela perdure, et cela perdure sur des standards qu'ils arrivent à vivre au quotidien, notamment avec les GAFA comme Amazon, Facebook, etc. etc. Donc voilà les 3 enjeux que nous, on a pu mettre en exergue en discutant avec nos clients. Donc vraiment, un point sur la performance RH, faire plus avec moins. Un point sur la mobilité interne, notamment pour accompagner les changements stratégiques de l'entreprise. Et un dernier point sur une expérience collaborateur
qui va devoir être à la fois fluide, efficace et au niveau des standards du quotidien pour un collaborateur lambda. Alors, répondre à ces trois enjeux, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que il y a un certain nombre de technologies qui existent et qui peuvent répondre à voilà, ces contraintes-là. On en évoque 5 très rapidement. Donc, la Smart Workspace, le RPA. Donc, le RPA, c'est l'automatisation des process, la Big Data, l'intelligence artificielle, la blockchain. Sur la blockchain, un point, c'est qu'aujourd'hui, elle a eu le vent en poupe sur 2018-2019, mais là, suite à la crise, on a un peu plus de mal à se projeter sur sa pertinence pour répondre aux enjeux évoqués juste avant. La Smart Workspace, ça va être vraiment de permettre aux collaborateurs d'avoir cette expérience fluide, personnalisée, avec notamment le digital learning, l'adaptative learning. Donc, adaptative learning, hein, c'est vraiment pousser une offre de formation adaptée à chacun. Le RPA, lui, va forcément répondre à la problématique de la performance RH. Le RPA, ça va être d'être capable de réaliser des robots qui vont automatiser les tâches répétitives des gestionnaires. Typiquement, ça va être d'automatiser des copier-coller. J'ai un outil de recrutement, voilà, d'un côté, j'ai un outil de gestion administrative de l'autre. Avant, on demandait à un gestionnaire lambda de copier une donnée d'un outil et de la recopier dans l'autre. Après le Covid, voilà, un certain nombre de nos clients nous posent des questions assez précises sur comment automatiser cette tâche répétitive. Et il existe des solutions aujourd'hui permettant d'éviter des tâches à faible valeur ajoutée au niveau de la fonction RH. Sur la data, ça c'est une tendance de fond que l'on constate. Ça fait un certain nombre d'années qu'on en entend parler, mais aujourd'hui, avec le renforcement des enjeux sur la mobilité interne, on estime qu'il va y avoir un point d'attention tout particulier sur ces projets data, avec notamment la possibilité de rechercher des candidats et de prédire les mouvements des collaborateurs pour accompagner la stratégie et en tout cas les changements de stratégie de l'entreprise. L'intelligence artificielle est un petit peu transverse à tous ces domaines-là, toutes ces technologies-là, et elle va permettre d'aller encore plus loin dans l'automatisation, c'est-à-dire que au lieu de faire des copier-coller assez basiques, elle va permettre d'extraire des données de sources non structurées comme un CV, de sélectionner les meilleurs éléments et pour pouvoir alimenter des dossiers de manière automatique. Cette intelligence artificielle-là, on l'a vu et c'est un paradoxe, à la fois pleine de promesses, mais fait un petit peu peur. Alors Antoine, hein, je répète un chiffre que tu as pu trouver. Hein, donc 17%, seulement 17% des responsables RH souhaitent se lancer dans cette aventure-là. Alors que, à contrario, ils sont énormément, en tout cas ils sont très nombreux à imaginer les opportunités de mettre en place des solutions innovantes. Ce que l'on constate aussi, et c'est ce que nos clients nous disent, c'est que ces solutions innovantes sont certes très prometteuses, mais il existe quand même un certain nombre de freins sur la mise en place. Le premier frein, et Antoine nous en a parlé, ça va être le coût de ces innovations. Pour répondre à cette contrainte, effectivement, il est vrai que se lancer dans un projet d'intelligence artificielle dans une direction RH, c'est quand même prendre un risque. C'est prendre le risque de complètement rater son retour sur investissement. Ce que l'on préconise et ce que l'on a fait auprès d'un certain nombre de clients, ça va être d'adopter une démarche d'innovation pilotée par le retour sur investissement. Ce pilotage par le retour sur investissement, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place, et c'est une préconisation que l'on fait. Ça va être de vérifier étape par étape si le retour sur investissement attendu est bien réalisé. Étape par étape, c'est-à-dire dès les premiers tests et dès les premiers POC.
C'est un point qui est assez important et qui permet aussi de réajuster en tout cas les produits en cours de construction et de rassurer la direction sur les retours sur investissement. L'efficacité des technologies, c'est aussi une question. Voilà, il y a beaucoup de promesses, on entend beaucoup de startups, les startups font de jolis pitchs, mais finalement, est-ce que ces technologies sont véritablement efficaces? Parser un CV, voilà, en tout cas, enfin, extraire des données d'un CV, est-ce que ça marche vraiment? Alors pour ça, l'idée et cette préconisation que l'on fait généralement à nos clients, ça va être de prendre en main ces innovations-là et de s'en faire une idée assez précise et le plus rapidement. Donc, ça va être de s'emparer des bénéfices des innovations RH. L'expertise technique fait également peur. Les innovations nécessitent des nouveaux modes d'appropriation des technologies. Je pense notamment à la phase d'apprentissage de l'intelligence artificielle. Cette phase d'apprentissage de l'intelligence artificielle, elle n'est pas rencontrée ailleurs que sur le domaine propre à l'intelligence artificielle. Il faut donc se l'approprier. Pour cela, selon ce qu'on constate, c'est que généralement, en créant des tandems DSI-DRH, on arrive à adopter des nouvelles technologies et des innovations de manière assez facile. La DSI regorge souvent de compétences très techniques avec des personnes voilà, qui savent et qui ont déjà, soit sur des projets propres à l'entreprise ou soit sur des projets personnels, qui savent utiliser ces nouvelles technologies-là. Ne pas hésiter à les solliciter et à créer des binômes entre DRH et DSI. Enfin, le dernier point, c'est les blocages internes. Et sur le blocage interne, le meilleur moyen, ça va être de rassurer les collaborateurs, les managers et les RH. Le premier blocage, c'est le blocage du remplacement. En fait, moi, gestionnaire RH, la nouvelle technologie que l'on va mettre en place dans mon entreprise, elle va remplacer mon travail. Je vais plus avoir de ma place dans cette entreprise-là. Là, il y a tout un plan de communication, de conduite du changement à mener pour rassurer les collaborateurs et rassurer les managers sur la place qu'ils vont garder. Et c'est une place souvent qui sera légèrement différente. Typiquement, lorsqu'on évoque un chatbot RH, le chatbot RH risque de remplacer les personnes qui répondent aux questions des collaborateurs. Une des manières de dépasser ce paradoxe, ça va être de dire à la personne, mais finalement, ce chatbot, ça va être le prolongement de vous-même. Ce chatbot, ça va être une sorte de gestionnaire augmenté qui va vous permettre d'être plus efficace, de répondre plus rapidement et de pouvoir vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée derrière. En conclusion, donc Antoine, je te laisse. Alors, merci, merci François. Moi, je vais faire le premier point de la conclusion. C'est un fait véridique, c'est un fait qui ressort clairement de l'étude. Il va y avoir un avant et un après Covid au niveau de la digitalisation et l'optimisation des processus RH. Tout simplement parce que avant le Covid, les directions, les fonctions RH avaient compris l'intérêt de la digitalisation, avaient commencé à le faire, mais on l'a vu, hein, François l'a re-signalé tout à l'heure, on a vu que sur certains points, comme l'usage de l'IA, il y avait encore des blocages. Et en fait, le Covid, la crise du Covid, ce qui a montré cet élément-là, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus une urgence, c'est plus peut-être, c'est une obligation. C'est-à-dire que si aujourd'hui une entreprise n'a pas des processus RH digitalisés, optimisés, bah, tôt ou tard, elle ira dans le mur. Alors que ce soit par l'intermédiaire d'une crise, que ce soit parce qu'elle est moins présente sur les réseaux sociaux, parce qu'elle n'arrive pas à satisfaire ses collaborateurs au regard des nouvelles exigences qu'ils ont. Et c'est vraiment ce qu'a montré l'étude, c'est que cette crise-là a fait passer, si vous voulez, la digitalisation dans une autre dimension, dans une nécessité, dans une urgence de l'entreprise. Maintenant, la question qui se pose sur ce point, c'est de savoir comment on va faire de quelque chose à la base qui était un problème, qui était justement une crise,
qui était un mur face à nous. Comment on va en faire une opportunité et comment derrière, en termes de temps, en termes d'innovation, en termes de capacité à oser faire les choses, on va profiter de l'élan lancé par la crise du Covid pour y aller et pour digitaliser de manière harmonieuse et totale la fonction RH et pour éviter que ça fasse un petit peu l'effet soufflé, c'est-à-dire que dans les 3 premiers mois, il y ait des beaux projets, mais que dans 6 mois, tout redevienne à la normale et qu'il y ait toujours des processus très digitalisés comme la paye et des processus quasiment pas digitalisés comme l'offboarding. Et c'est le dernier point que je disais. Moi, j'avais dans mon entreprise une personne qui devait partir et qui a eu des problèmes pour partir parce qu'elle ne pouvait pas signer son solde tout compte, parce qu'il y avait le confinement et que le processus, ou en tout cas un processus comme l'offboarding, n'est pas du tout digitalisé et que ça crée des problèmes en période de crise. Le deuxième point, c'est aussi un changement de priorité en matière d'innovation RH. Et ça, on l'a vu vraiment par rapport au livre blanc et à toutes les rencontres qu'on a pu faire avec nos différents clients. Ce changement de priorité, il se joue sur deux volets. Le premier volet, c'est sur les processus visés. On s'aperçoit, alors est-ce que c'est, ça ce sera à confirmer, mais en tout cas, est-ce que c'est conjoncturel, mais on s'aperçoit que les processus cœur du SIRH semblent être voilà, sous les feux de la rampe actuellement. Je pense à la paye, à la GA, alors que c'était des processus qui étaient censés être industrialisés, robustes avant la crise. Je pense que c'est essentiellement dû voilà, à ce souhait de performance RH et ce souhait de faire plus avec moins. Sur les changements d'innovation, on l'a évoqué avec la blockchain. La blockchain semble avoir été un peu mise d'écart là, voilà, quand on discute avec nos clients. Par contre, sur le Smart Workspace, alors même qu'il n'était pas forcément au centre de priorité, il est devenu prépondérant, notamment pour accompagner les collaborateurs sur leur démarche de télétravail. Voilà sur les changements de priorité. Enfin, cette crise, elle a mis en difficulté financière un certain nombre d'entreprises. Se lancer dans un projet innovant d'un point de vue RH, c'est prendre un risque. Voilà, prendre le risque de dépenser une certaine somme et de jamais avoir le retour sur investissement. Cette pression accrue sur le retour sur investissement va nécessiter une vigilance de tous les instants, notamment en mettant en place ce qu'on a indiqué comme préconisation, ce pilotage par le ROI de manière continue. Donc en conclusion, on voit bien les grandes tensions qui se dessinent, à la fois une tension qui pousse les entreprises à plus digitaliser, à industrialiser automatiquement, mais également une tension d'un point de vue budgétaire qui va contraindre les projets à plus d'efficience et plus d'efficacité. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Un certain nombre de questions nous ont été posées. On va y répondre en direct. J'espère que tu es prêt, Antoine. Évidemment, je suis toujours. Bon. Alors, question 1. On va pouvoir y répondre tous les deux, je pense. Voyez-vous une hausse des projets liés à la cybersécurité et à la sécurité informatique des outils RH? N'est-ce pas un enjeu qui se renforce avec la digitalisation RH? Alors, peut-être tu commences en premier et tu ajoutes. D'accord. Alors, moi, je pense qu'il y a une évidence. Il y a un lien entre les deux, c'est évident. Parce que on a aujourd'hui tout ce qui est RGPD, tout ce qui est cette politique autour de l'importance des données collaborateurs. On a le deuxième côté du triptyque qui est l'importance que donne le collaborateur à ces données personnelles. C'est-à-dire que moi, je vais regarder où vont mes données, je vais regarder ce que l'entreprise en fait. Et donc, nécessairement, à cause de la montée de ces données RH, de la montée de l'importance de ces données RH, de la montée de l'emploi de ces données RH,
toutes les questions de cybersécurité vont effectivement prendre une importance décisive dans les process RH, parce que les process RH, grâce à l'analytique, vont remonter des données de plus en plus fines des collaborateurs. Il ne s'agit pas seulement de la date de naissance et du lieu d'habitation, mais vous allez avoir tout un panel de données qui vont permettre vraiment de faire un portrait robot, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas un portrait détaillé du candidat, qui après peuvent être utilisés à mauvais escient si elles ne sont pas protégées. Donc je pense qu'effectivement, il y a un lien énorme entre ce triptyque-là et entre digitalisation des process RH et cybersécurité. Pour rebondir sur ce que tu dis, Antoine, nous, ce qu'on a constaté, c'est que un frein généralement évoqué sur la possibilité de télétravailler, c'est le frein de la sécurité, c'est-à-dire la DSI rechigne toujours un petit peu à mettre, en tout cas à ouvrir des applications à l'extérieur sur Internet aux collaborateurs dans un souci de sécurité. Or, et ça on l'a évoqué, avec les solutions bricolées à la va-vite, mais qui finalement fonctionnent plutôt bien, il y a le risque de retour du bâton, c'est-à-dire que les prévisions des DSI se réalisent, c'est-à-dire que on va ouvrir un certain nombre de failles sur des applications métiers, et en ça nécessite vraiment, en tout cas un enjeu fort de protection de ces applications contre des cyberattaques. Donc, pour répondre à la question, effectivement, c'est un enjeu très fort. Hein, la cybersécurité, c'est un enjeu très fort parce que, on va exposer plus de données, on va remonter plus de données sur le collaborateur. Et de deux, en ouvrant des flux sur Internet, on expose l'entreprise à des attaques plus faciles. Donc oui, c'est un vrai enjeu. Alors on ne l'a pas encore évoqué avec nos clients, parce que je pense que c'est récent, mais ça va être quelque chose qui semble arriver très prochainement. Alors question 2. Alors, par où on commence quand on a un budget et une ambition, mais pas d'idée claire du meilleur poste de dépense? Question intéressante, mais question piège. Ouais. Moi, je pense que je vais peut-être un petit peu être en contradiction avec ce que j'ai dit. J'aurais tendance à dire, compte tenu de l'évolution des choses et de la mouvance de l'entreprise, j'aurais tendance à axer, moi, pour les processus liés au développement du capital humain. Parce que c'est aujourd'hui, toutes les notions de relations collaborateurs, d'expérience collaborateur sont extrêmement importantes et s'appuient sur ces processus-là. Et il y en a, justement, comme j'évoquais tout à l'heure, comme l'offboarding, qui ne sont pas du tout digitalisés. Mais au regard du Covid, j'aurais tendance à dire que en cas de crise, ce n'est pas les processus les plus importants. En cas de crise, le processus de gestion administrative, le processus de gestion de la paye, ces processus qui sont très implantés dans l'entreprise, mais peut-être moins automatisés, un peu plus obsolètes technologiquement, sont aussi importants, sont capitaux. Donc du coup, j'aurais envie de dire, en fonction de l'expérience que l'entreprise s'est faite de la crise du Covid, aller vers l'un et l'autre, parce que ça me paraît peu probable d'affirmer qu'ils auront le budget pour digitaliser en même temps la totalité des processus RH. Pour répondre à cette question, donc ça c'est un point sur lequel on intervient assez souvent chez nos clients. Ça va être finalement, la direction souhaite qu'il y ait de l'innovation dans les fonctions RH, mais où mettre son argent et dans quel projet mettre son argent. Donc pour ça, ce qu'on fait généralement, c'est on l'explique dans le livre blanc MC2I, c'est qu'on met en place une démarche de sélection des projets. Alors pour ça, je vous invite à vous reporter sur le livre blanc. On indique que par quelle méthode on arrive finalement à sélectionner les meilleurs projets sur lesquels on peut mettre de l'investissement. Parce que moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, sur chaque
chaque entreprise a des contextes différents, chaque entreprise a un parc applicatif différent et voilà, les efforts à produire voilà, euh, peuvent être à adapter selon chaque contexte. Dans la banque, c'est un contexte particulier, un contexte où, voilà, où les métiers sont assez pointus, où il est difficile de remplacer des personnes par d'autres. Voilà, donc ça, c'est un point particulier. Sur le domaine du transport, c'est encore un autre sujet. Donc, sur chaque contexte, voilà, voilà, faut se poser la question. Il y a une démarche qui est assez simple à appliquer et sur laquelle nous, on a déjà accompagné un certain nombre de clients avec des résultats probants. Question 3. Alors, quels processus automatisés par RPA ont fait leurs preuves? On peut espérer un ROI à quelles échéances? Est-ce que tu as déjà eu… Moi, j'allais dire spontanément la paye, où il y a eu il y a eu des preuves dessus, parce que ça évite, ça permet un gain de temps, ça évite les erreurs, et ça permet aux gestionnaires RH ou au personnel dédié à cette tâche de se refocaliser vers des tâches un petit peu plus porteuses pour l'entreprise. Après, d'autres process RH qui utilisent ce type de technologie, spontanément, j'ai envie de dire le recrutement. Et je pense que de plus en plus, là, on a vu une augmentation du temps au niveau du process de recrutement. Et en fait, une utilisation du digital, non pas pour remplacer l'être humain, parce que dans un cadre de recrutement, de toute façon, l'échange physique, c'est une obligation, mais pour venir renforcer cet avis de l'être humain, venir renforcer, améliorer ce processus de recrutement. Et dans ce cadre-là, les outils de RPA pour permettre à la machine d'apprendre ce que c'est est nécessaire. Tout à fait. Sur le recrutement, moi, c'est l'exemple que j'ai en tête et qui est assez typique. Voilà, c'est confier à un robot la création des dossiers agents initiaux dans le SIRH à partir d'un tableur Excel. Donc chez un client, voilà, ils ont un tableur Excel avec tous les candidats, leur nom, leur prénom, leur adresse. Et on a réussi à faire tourner un robot qui permet à partir de ce tableur Excel de créer automatiquement les dossiers agents. Ça évite à une personne, qui était le cas avant, de faire des bêtes copier-coller toute la journée voilà, pour initialiser les dossiers. Alors ça, c'est un projet qui a duré 3 semaines. Donc en 3 semaines, on est capable d'automatiser un process voilà, de manière robuste et avec un retour sur investissement qui est quand même assez intéressant. Alors, on va s'arrêter là pour les questions. Je souhaitais vous remercier pour avoir écouté ce webinaire. N'hésitez pas voilà, à nous contacter si vous avez des questions complémentaires ou si vous souhaitez que l'on approfondisse avec vous de certains sujets qu'on a pu aborder. On va également vous envoyer le livre blanc et puis la présentation que l'on vient de faire. Antoine, je te laisse le mot de la fin. J'allais vous remercier aussi. Je ne vais pas être très original dans la manière de conclure. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette présentation et puis au plaisir de se retrouver sur un autre type de présentation de la même nature ou sur un salon ou autre chose. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.